Assalamu alaikum, bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Hibo Talk. Alors aujourd'hui, je suis très contente parce que je reçois une jeune fille libre, pleine d'énergie et solaire. Alors installez-vous bien confortablement et c'est parti. Salam alaikum Amina. Alaikum salam, Hibo, ça va? Ça va. Écoute, je suis ravie de te recevoir dans mon podcast, donc merci d'avoir accepté. Merci de m'avoir reçu, wallahi, ça me fait plaisir. Je me suis dit, il me faut Nina, parce que tu t'appelles comme ça sur les réseaux sociaux. Oui. Il me faut Nina dans mon podcast parce que c'est une boule d'énergie et j'ai besoin de cette vibe. Merci beaucoup, ça fait plaisir. J'essaie d'être moi-même sur les réseaux, j'essaie de montrer moi, mon petit côté fofolle. Ouais. Et ça me fait plaisir que tu adhères, ça me fait plaisir que Non, que mais tu c'est kiffes. même pas ce question fofolle, c'est surtout aussi qu'on sent que tu as beaucoup d'humour dans tes vidéos. Oui. Et puis surtout, tu respires la positivité. Donc ça fait du bien quand on regarde les réseaux sociaux et qu'on scrolle, ça fait du bien de te voir. Merci, ça fait plaisir, wallahi. Ça me fait Bienvenue vraiment en plaisir. tout cas. Merci. Alors, on va commencer par justement les réseaux sociaux, Amina. Quand on te voit dans les réseaux sociaux, comme je viens de le dire, beaucoup d'énergie, beaucoup de spontanéité. Et alors, la question que je me pose, c'est quand tu éteins ton téléphone ou que la caméra est off, qui es-tu ? La même. Je suis toujours la même. Je suis D'accord. toujours Nina, devant la caméra, derrière la caméra, à côté de la caméra. D'accord. Je suis toujours la même, toujours à rigoler, toujours à faire des blagues. Voilà quoi. Je change pas en fait. D'accord. Et Ok. j'essaie d'être à 100% moi-même devant la caméra. Et je pense que les gens, ils aiment bien ça. Ah, j'en suis Ça les sûre. fait rire et tout, mais ça me fait plaisir aussi. D'accord. Alors, si tu pouvais un petit peu te décrire à nos auditeurs et auditrices, comment tu te définirais, Amina ? Je dirais que, certes, pas beaucoup de mots, je dirais gentil et fun. Gentil et fun. Ouais. D'accord. Je dirais ça. Ouais. Fun et fofolle. Un peu. D'accord. Et si tu devais en dire un peu plus, qui est la femme, la jeune fille, derrière les réseaux sociaux ? Donc, tu as des frères et sœurs, tu as grandi dans quel quartier ? Enfin, juste dis-nous un peu qui es-tu ? Ok. Je suis l'aînée de ma famille. D'accord. J'ai deux petits frères. Et ils sont grands maintenant, ils ont la vingtaine. D'accord. Mais j'ai endossé avec eux très rapidement le rôle de la grande sœur, grand frère. Grande sœur / grand frère. D'accord. Donc, je leur apprenais à jouer au foot, je leur apprenais à jouer à la play, je leur apprenais plein de choses, à écouter du rap. D'accord. Et j'ai grandi dans plusieurs quartiers. Ok. J'ai grandi d'abord, je suis née au Iran. Après, on a bougé du Iran à Humbouli. D'accord. Après, de Humbouli à Cité Hoden. Ah oui. Et Cité Hoden, après, on est revenu à Saline Ouest. On a fait le tour, tu vois. D'accord. Donc, D'accord. chaque quartier, j'ai de la famille. Chaque quartier, genre... T'as des souvenirs, Ouais, des j'ai des mémoires souvenirs. là-bas. On a vécu quand même beaucoup, beaucoup de temps. D'accord. Et voilà, quoi. Après, tout Djibouti, c'est ma famille. Ouais, Pour moi, d'accord. tout Djibouti, c'est ma famille. Si tu cherches un peu, t'as vu, Ouais. tu trouves Haka, parce que on est amis de là-bas, on est cousins de là-bas, la famille, ils se connaissent et tout. D'accord. Donc, ça me fait toujours plaisir de discuter avec les gens et de leur dire, D'accord. ah ouais, ok, d'accord. Ok. Donc, c'est, voilà. Et je crois que tu es polyglotte. Alors, je sais que tu es métisse somali-afar, mais tu parles aussi arabe, tu parles amharique, tu parles français, tu parles anglais. C'est incroyable. Oui. Tu es une vraie Djiboutienne déjà, à la base, puisque tu parles toutes les langues du pays. Et alors, pourquoi cet amour pour les langues ? Comment tu as appris ? Est-ce que tu avais cette facilité, c'est ça ? Oui, c'était facile parce que c'est comme de la musique, tu écoutes et tu apprends. C'est vrai que mon somali et mon afar, il est plus parlé. Je sais écrire, je sais lire, mais quand je le parle, j'ai quelques difficultés. Parce que dans le sens où les verbes, D'accord. les verbes, je me mélange avec certains verbes, je Ok. me mélange avec certains chiffres, mais overall, c'est bien. Et l'amharique, je l'ai appris. Pendant que je vivais là-bas, je l'ai appris. Aussi l'anglais. Oui. L'anglais, je l'ai appris à Djibouti, Oui. on va dire à l'école, le français aussi. Et voilà, l'afar, le somali, surtout dans le quartier avec les enfants qui mélangent les deux langues. Oui. Après, à Djibouti, dans une phrase, on peut mettre français, afar, somali, arabe. Après, il y a C'est tout vrai. un mélange comme ça et c'est ça qui est bien en fait. D'accord. C'est la beauté de Djibouti en fait.
Alors, tu as grandi donc à Djibouti. Je pense que tu as commencé déjà les études un peu ici. Qu'est-ce que tu as étudié? C'était le management, je pense. Marketing management. Marketing management. Et tu savais d'avance, depuis, que tu voulais un petit peu travailler dans les réseaux sociaux, être créatrice de contenu ou bien influenceuse, non? Non. Ok, alors c'était quoi à la base? Moi, je voulais être diplomate. Oh! Oui, Wow. C'était mon rêve depuis toute petite d'être diplomate. Et t'es peace and love, c'est ça? Ouais. Tu promeus la paix. Ah, d'accord. Et j'ai toujours voulu promouvoir la paix, la bonté, la gentillesse. Et après, avec le temps et avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui est venu, le rôle d'acting c'est venu tout seul vers moi. Et j'en suis honorée, j'en suis fière que cette opportunité soit venue vers moi. Et j'ai toujours voulu être diplomate. Et aussi, je voulais être prof d'anglais. D'accord. Prof d'anglais, mais ça, c'était avant. Ça, c'était avant et en plus, tu l'as réalisé. Oui, donc, oui. D'accord. Pendant 4 ans, c'était un métier. Je dis, mais bravo à tous les profs. Que ce soit maternelle, primaire, université, lycée. Franchement, je leur dis bravo. Parce qu'être professeur, c'est être un deuxième parent, en fait. Oui. C'est un deuxième papa, une deuxième maman. C'est pas facile. Ah, j'en suis sûre. Mais j'étais juste prof d'anglais, 4 ans. École primaire. École primaire, oui. Pendant 4 ans. Et le travail que je devais fournir, c'était pas oui, je donne juste cours et tout. Non, il fallait être là, soutenir les enfants, leur dire des bonnes paroles, faire attention à ce que je dis devant les enfants. C'est pas seulement donner le cours, c'est donner un concept de dire que dans la vie, je suis ta prof aujourd'hui, je t'enseigne, c'est vrai, mais dans la vie aussi, tu peux aller loin, tu peux faire ci, tu peux faire ça, encourager les enfants, être un accompagnateur des enfants et dire, il faut écouter papa, il faut écouter maman. Oui. Donc, c'est un troisième parent, en fait. Et tu aimais ça? Tu aimais avoir ce rôle-là? Oui, j'ai adoré. Mes élèves, c'était tous mes enfants. J'avais 6 classes. D'accord. De la 3e année à la 5e année. Donc, c'est CE1, CE2, CM1. D'accord. J'avais ces 6 classes, j'avais 180 élèves. Et mes élèves, c'était mes bouts de chou, quoi. C'était mes princes et mes princesses. D'accord. Je les appelais mes princes et mes princesses. Et parfois, ils me voyaient sur les réseaux, mes élèves. Et ils disaient, ah, teacher, je t'ai vu sur TikTok. Ah, teacher, je t'ai vu sur YouTube. D'accord. Et moi, je leur dis, non, c'est pas moi, c'est ma soeur jumelle. Oh, teacher, arrête de mentir, c'est toi. Et à chaque fois, tu vois, c'était vraiment un moment de ma vie où j'étais, fatiguée. Je ne vais pas mentir, j'étais fatiguée. J'étais au bout de ma vie. C'est épuisant, les enfants. C'est pas les enfants, c'est le travail qu'on doit fournir. Parce qu'aujourd'hui, un enseignant ne se permet pas de rester sans rien faire. D'accord. Tu vas avoir des enseignants qui vont payer de leur propre poche certaines fournitures ou des trucs juste pour rendre leur classe plus jolie, plus belle, pour que le cadre d'enseignement soit plus beau. Et ils se donnent à fond. Hein. Tous les profs à Djibouti, ils se donnent à fond. J'en ai vu certains. Ils prenaient mes collègues, hein, ils prenaient des sacs et des sacs de cahiers à corriger à la maison. Enfin, devoir à la maison, quoi. Bien les cahiers et tout. Mais c'est un truc, ça se termine jamais. Le travail part avec toi à la maison, il revient avec toi au travail, il continue. Et même, il y a les liens entre parents-profs. Ça s'arrête jamais, en fait. Tu vois, c'est... Merci en tout cas d'honorer les profs aujourd'hui. Franchement, tous les profs, chapeau. D'accord. Franchement. Amina, on t'a découverte dans un film qui s'appelle Darliero, un film tourné par une femme djiboutienne qui a été couronnée de prix d'ailleurs à l'international, en Afrique et en Occident. Alors, parle-nous un peu de ce film. Comment tu en es arrivée là, à devenir actrice et à gagner également un prix? C'était un concours de circonstances. D'accord. Littéralement un concours. D'accord. Au début, je voulais être danseuse. Et avec ma mère, Allah rahmeh, je lui montrais des chorés. Je lui disais, maman, je vais danser comme ci, je vais faire comme ça. On était très proches, elle et moi. Et je suis rentrée dans un groupe de danse en 2012, je crois, 2012. Et mon père le savait, mais ma mère ne le savait pas. D'accord. Donc, quand je suis rentrée dans le groupe de danse, il s'appelait les Red Wolf, le groupe de danse. Et il y avait une pièce de théâtre qui a été réalisée par Madame Fardoussa. Et elle nous avait appelés. Et elle a dit, je veux que vous fassiez un truc de danse. J'étais là, ok, cool. On est venus, on a dansé, on a fait notre petit show. Et après, à ce moment-là, il y avait Madame Lula aussi qui cherchait des jeunes
pour le film qui faisait passer le casting. D'accord. Et elle nous a dit, passez le casting, allez-y, tentez votre chance. Bien On était sûr. là, ok, cool, on va essayer de tenter notre chance et tout. On était jeunes, on avait peur de rien, et la jeunesse, quoi. Ouais, ouais. Et on part et on passe notre casting et on était, on va dire, 300 personnes. D'accord. Et à ce moment-là, moi, je voulais... 300. Ouais, 300. Waouh. 300 jeunes filles et jeunes garçons qui étaient dans différents âges. Même, il y avait des gens qui avaient plus de 25 ans. Nous, on avait quoi? On avait 18, 19 ans, un peu moins, je crois. Et on passe le casting. Et moi, je voulais passer pour le rôle de Hibo. Alors, Donc, juste pour expliquer aux auditeurs et auditrices, juste le pitch du film, c'est l'histoire de 3 jeunes filles, Ouais. Dera. Dera, Hibo et Asma. Oui. Qui sont à l'école, au lycée, je pense, et qui essaient de trouver leur voie, leur chemin. Elles sont toutes les 3 issues d'une classe sociale différente, et chacune a des rêves, chacune a des envies, chacune a des objectifs. Mais voilà, on fait face à la société, on fait face aux réalités sociales aussi. Exactement. Du pays. Et c'est, je pense que je l'ai bien résumé. Oui. D'accord. Oui. Alors, et toi, tu voulais donc interpréter Hibo. Qui Et était d'une famille aisée. Parce que les 3 sont de différentes classes sociales. Hibo est riche, Dera est entre les 2, issu de familles divorcées, et Asma est pauvre. Mais moi, je voulais la gosse de riche parce que je voulais qu'on me maquille, qu'on m'habille. Tu vois, mon petit côté coquette est ressorti. D'accord. Donc, je voulais ça. Et en fait, les 3, c'est vrai, ce sont les personnages principaux du film. Mais le personnage aussi qu'on s'attend... Enfin, c'est pas qu'on s'attend, mais qui est vraiment là tout au long et que les gens ne font pas attention. Le 4e personnage, c'est Djibouti. C'est Djibouti. On montrait en fait Djibouti et les alentours et les aléas de ce qui se passe à Djibouti. D'accord. Et donc les 3, elles ont, comme tu l'as bien expliqué, elles ont des envies et tout. Et moi, je voulais être Hibo. Et je passe le rôle de Hibo. Mais à ce moment-là, ma dégaine, moi, comment j'étais sapée comme un petit garçon. D'accord. Un garçon manqué. J'avais les cheveux courts, frisés. J'avais une casquette parce que je faisais partie d'un groupe de danse. Donc, je voulais faire un peu yo-yo, comme on dit. Donc, l'image, en fait, parce que les réalisateurs et tout, ils voient un personnage, ils ont cette image, ils se disent, ok, cette personne peut rentrer dans ce rôle-là. Moi, je voulais rentrer dans le rôle de Hibo. Je voulais, moi, le rôle de Hibo, mais je ne comprenais pas qu'il fallait une fille grande de taille, élégante, qui est féminine. Et Dera, elle est un peu garçon manqué quand on voit les rôles. Et Asma est très mature. D'accord. Les caractéristiques des personnages. Ok. Donc, quand je vais voir le truc de Hibo et on me dit, ok, passe. Et je passe après, la réalisatrice, elle me dit, essaye pour voir Dera. Juste essaye. Et j'essaye et tout, et on me dit on va vous rappeler. Et moi, le temps passe, je mène ma petite vie, mes petites danses, mes études, et on nous rappelle 1 an après. Et moi, je ne m'attendais pas à être rappelée. On nous rappelle 1 an après, on nous dit... 1 an après, quand même, hein. Oui. Ça prend du temps. Oui. Et on nous rappelle, on nous dit venez repasser le... Mais ça se passe en 2013, hein. C'est bien avant le tournage. Oui. Donc, on nous appelle et on nous dit, revenez, c'était en 2014, revenez pour le casting. Et moi, je ne m'attendais pas à être appelée. Et à ce moment-là, je refais le rôle de Hibo. D'accord. Et je passe le casting et tout. Et sur place, la réalisatrice, elle me dit, essaye Dera, c'est mieux. Dera, c'est mieux pour toi. Moi, je dis, ok, moi, je ne veux pas Dera. Moi, je veux être la jolie fille, là. Je veux pas Dera. Et elle me dit, mais non, vas-y, essaye, on va voir, juste on va voir. Et il y a eu l'alchimie entre moi et mes co-actrices. D'accord. Déjà, on discutait, quand on était dans la file d'attente, on discutait, on s'est liés d'amitié et tout. Et il y avait cette alchimie d'amis. Et à ce moment-là, elle nous prend sur place, elle voit notre alchimie, elle dit, c'est vous 3, je vous prends vous 3. Et c'est comme ça que le tournage, il a commencé. Le tournage, il a commencé en 2015 et on a fini en 2016. Je crois. Oui. Et c'était vraiment magique, quoi. C'était la première fois que j'étais devant les caméras, que je voyais des gens dire action, coupé. Je dormais, je rêvais action, coupé. C'était la première fois de ma vie. C'était incroyable. En fait, et entre-temps, évidemment, ils ne vous donnent pas des cours. Ils ne disent pas, ok, on va vous... Si. Ah, si, quand même. Et Lola nous guidait beaucoup. Elle vous guidait, mais vous n'avez pas pris des cours de théâtre, des cours d'acting avant de commencer. Voilà, vous avez fait juste les répétitions pour. Oui. D'accord. Et ce qui est bien avec Lola, c'est qu'elle nous laissait ramener notre touche dans le personnage. D'accord. Parce qu'elle dit ça, c'est le personnage, donnez-lui vie. Qu'est-ce que vous pensez de ce personnage? Qu'est-ce que vous pensez? Comment elle serait avec ses copines? Elle nous posait des questions qui faisaient qu'on donnait vie au personnage. D'accord. Et c'était ça, en fait. Donc, Dera,
je mettais quelques traits de ma personnalité dans le personnage de Derra. Et c'est ça, en fait. C'était ça. C'est pour ça que c'était fluide. D'accord. Et facile pour le tournage. Parce que déjà, on était amis avec mes co-stars. On était amis, on s'entendait bien, on rigolait bien. Donc, et vous ne vous connaissiez pas avant? On ne se connaissait pas. On venait juste de se rencontrer et on est devenus potes comme ça. Et vous avez gardé des liens? Oui, on a toujours gardé contact, on s'appelle souvent. Et machallah, maintenant, elles se sont mariées, elles sont mamans, elles vivent leur belle vie, machallah. Tu t'es mariée également? Oui, exactement. Moi aussi, je me suis mariée. On s'est toutes les trois mariées. Voilà, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que ce film a changé, en fait, dans ta vie? Ma perception des films. Ok. Ouais, ça a changé ma perception des films. Là, maintenant, je comprends comment les films sont faits. Avant, je ne comprenais pas. Je me disais, ah waouh, les effets spéciaux et tout, les actings. Là, je comprends mieux. Parce que j'étais devant la caméra et je comprenais comment ça se passait un film. Parce qu'avant, maintenant, on regarde un film. Et on ne se rend pas compte, en fait, du backstage et tout ça. Du travail intense que les acteurs, ils ont, que les réalisateurs, ils ont, que le caméraman, là, parce que le caméraman, il doit garder une caméra pendant des heures et des heures, les acteurs devant pendant des heures et des heures, toute l'équipe pendant des heures et des heures. Et je me suis dit, oh waouh, ok, mais c'est un travail de malade, en fait. C'est un travail lourd. Les gens, ils disent, acteur, actrice. Non, c'est lourd, quand même. Absolument. Ouais. Et c'est ça, en fait, ma perception des films a changé. D'accord. Donc, je comprends mieux maintenant, quand je regarde un film, je comprends mieux la qualité des films. D'accord. C'est ça, en fait. Et humainement, qu'est-ce que ce film t'a apporté humainement? Ça m'a donné envie d'être devant la caméra. D'accord. Et derrière la caméra aussi. Parce qu'il y avait une équipe qui était venue à Djibouti de tournage. C'était un film de Wim Wenders. C'est un grand réalisateur. Et il avait fait une partie à Djibouti. D'accord. Avec James McAvoy comme lead actor et une autre dame. Ok. Et ils ont fait une partie à Djibouti. Et là, à ce moment-là, je faisais partie du staff. D'accord. Et c'était juste après le tournage de Lignal Odek qu'on a fini. Je faisais partie du staff. Et j'apprenais. Parce que devant la caméra, oui, tu joues un rôle et tout. Mais le staff, le travail du staff, tout ce qu'ils sont en train de préparer, c'est lourd. Bien sûr. Et moi, j'étais location assistant. D'accord. Donc, j'aidais Wim Wenders dans les endroits à localiser là où on va filmer. D'accord. Donc, j'étais avec lui. J'étais avec mon chef, on va dire mon chef. Ouais. Parce que c'était lui et mon chef. Et moi, j'étais avec lui. Donc, on était en train de voir les endroits et tout où on allait filmer. Et j'étais là, mais... les réalisateurs, les producteurs, les gens du staff et tout. Mais vous faites un travail de malade, quoi. Ah bah oui, c'est lourd, bien sûr. Et ça m'a donné envie. Et je pense que tu t'en rends compte aujourd'hui, maintenant que tu es tout le temps tu filmes, toi-même, tu es très active dans les réseaux sociaux, etc. Donc, et t'es aussi créatrice de contenu. Donc, Et même une petite vidéo d'1 minute, les gens, ils ne voient pas que tout le travail. Oui, une vidéo d'1 minute, par exemple, vraiment complexe, qui parle de publicité ou qui parle d'un truc... ça nous prend, on va dire, 2 heures, 3 heures de tournage, 2 heures, 3 heures de montage. Donc, imagine une longue vidéo. Absolument. Ça prend beaucoup de temps. Et les gens, ils ne voient pas ça, ils voient juste le résultat final. Tout à fait. Parce qu'ils ne savent pas, tu vois. Et c'est ça, en fait. Mais ça m'a appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses, oui. Et en plus, tu as été décorée. Tu as eu un award, le Sotigui, je crois, award. Oui. Qui est le prix décerné pour la meilleure actrice de l'Afrique de l'Est. Qu'est-ce que ça t'a fait? Raconte-nous tout. Raconte-nous quand on te l'a annoncé, que tu étais nominée, quand tu as dû partir à Ouaga. Je pense que c'était au Burkina. Juste pour vivre un peu, parce que c'est quand même extraordinaire de vivre un award. C'était un moment magique. D'accord. Franchement, j'ai une petite anecdote drôle sur le coup. D'accord. Quand je suis allée là-bas, j'avais pas de robe. Ok. Et il y a une avant que je raconte ça, je vais raconter le début. D'accord. Parce que je saute de truc en truc. Donc, quand j'ai été nominée, je pensais que c'était un award où j'étais pas obligée d'être là. D'accord. Je pensais pas qu'il fallait que je sois là. Donc, on m'appelle, Lula m'appelle, elle me dit « Ah, Amina, t'as été nominée pour tel award. » J'étais là « Ok, cool. » Et elle me dit « Ok, c'est bien. » Cool. C'est tout ce qui sort dans ta bouche, toi. Cool. Cool, c'est bien. Ok, cool. Parce que je pensais pas que c'était... Je comprenais pas encore... tu réalisais pas. Voilà, l'envergure de la chose, tu vois. Parce que moi, pendant ce temps-là, à la fin du film, jusqu'à ce que le film il sorte, je faisais mes études. Donc, j'étais dans ma petite vie, j'étais pas sur les réseaux. D'accord. Je postais pas des vidéos sur les réseaux, je faisais pas ça, je faisais juste mes études. Je menais une vie normale, on va dire, tranquille.
Et je dis, ok, cool, c'est bien. Et je pensais pas qu'il fallait que je sois là. Et quelques temps après, les gens du Sotigi Award, ils m'appellent, ils me disent, Amina, on t'invite, viens et tout. Tu as été nominée pour la catégorie Afrique de l'Est. Et j'étais en compétition avec le Mozambique et le Soudan. D'accord. Et moi, j'étais comme ça. J'étais là, oh. Et après, je dis, au moins, tu as été nominée, tu vois, c'est bien. C'est un prestige. Bien sûr. Bien. Donc, je pars, je m'envole pour aller au Burkina Faso. Je rencontre des gens amazing, vraiment un peuple de malades qui sont tellement polis, qui sont tellement gentils, accueillants, agréables. Genre, des gens vraiment... l'Afrique, quoi. Entre nous, quoi. Ouais. J'ai retrouvé les Djiboutiens. J'ai pas vu de changement, tu vois, dans la personnalité. C'était pareil. Et j'ai rencontré les Boubou Diouf. J'ai rencontré Cathy Joly. Et elle s'appelle Aminata, comme moi. Et après, on arrive... Elle s'appelle Aminata, pas Amina. Oui, okay. Mais Amina, oui. C'est Aminata chez eux. Donc, je pars là-bas et tout. Et je vis un moment de malade. Genre dans la tête, je suis une superstar. Ouais. J'arrive pas à y croire. Mais tu es une superstar, c'est clair. Ouais. Et j'arrivais pas à y croire. Et je rencontre des gens qui ont 30 ans, 20 ans de carrière, 25 ans de carrière dans le cinéma africain, qui ont fait des films depuis les années 90, 80, avant même que je sois née. Et je les regarde, je vois, mais je suis là, genre un par un. Et... je me fais amie avec je l'appelle maman, Adrienne Cotouan, une autre que je l'appelle aussi ma deuxième maman, Philomène Nga. Et les deux, c'était vraiment des femmes qui étaient là pendant des années dans le showbiz. Des actrices, des comédiennes reconnues quoi, par toute l'Afrique. Et après, le temps passe et vient la soirée de la cérémonie. Enfin, quelques heures avant, j'avais pas de robe. Moi, je voulais mettre un truc simple. Je comprenais pas l'envergure, j'avais pas de robe. Et il y a une des actrices burkinabées qui me dit, Amina, on y va. Elle s'appelle Raissa. Elle me dit, Amina, on y va, je t'emmène quelque part. Je pars et je vais dans une maison de styliste et elle s'appelle Deka Kuro Style. D'accord. La dame, elle vivait à Djibouti. Ah, oui. Ok. Et c'est une burkinabé, elle vivait à Djibouti. Elle était mariée avec un ambassadeur et elle vivait à Djibouti. Elle m'a dit, tu viens de Djibouti. Ah, Djibouti, mais j'ai vécu à Djibouti et tout, je connais les Djiboutiens. Donc je prends sa tenue, je prends une jolie robe avec une longue traîne bleue comme ça, avec une cape et une longue traîne bleue comme ça. On arrive, la limousine, je me fais mes cheveux, je me fais mon maquillage, je sors, la limousine, elle arrive, je monte dans la limousine. Tout ce temps-là, je me dis, il ne faut pas que tu tombes. Ah. Si tu tombes, c'est fini. Aïe. Je descends de la limousine, je tombe. Comme ça. En plus, le pire, c'est pas genre un petit tombage comme ça. Non, tomber comme ça, plage carrée. Ouais. Et tu vois, les caméramans, ils sont là. Et moi, je suis là. C'est bien. Okay. Et je rentre, et pendant toute la soirée, pendant qu'il y avait le tapis rouge, et je rentre, tu vois une personne, elle marche sur mon truc, je suis là. La ilaha illallah. On me tient comme ça. Tu vois. Et après, à la fin, je tiens mon truc comme ça. Je dis, c'est bon, là. On m'a torturée aujourd'hui. Et je rentre dans le truc, je m'assois. Et ils disent les nominés. Il y a le moment de l'Afrique de l'Est. Et le moment de l'Afrique de l'Est, il y a le Mozambique, il y a le Soudan. C'est des acteurs connus. Moi, petite actrice qui vient de commencer, personne ne me connaît. Et ils commencent à dire, and the award goes to Amina Mohamed Ali. Machallah. Tout le monde est là, les gens qui étaient à côté. Ouais, moi, je suis là. J'étais en train de manger en plus, j'étais là. Ouais. Moi, j'ai rien préparé, aucun discours, rien du tout. Je monte sur le podium et j'étais habillée par la même styliste que l'animatrice. D'accord. Et l'animatrice, elle dit, Madame Amina est habillée, Mademoiselle Amina est habillée par la même styliste que moi. Et moi, j'étais là. Et on tout ce temps-là que je suis en train de monter, je dis, faut pas que je tombe. Je tiens mon truc comme ça. Faut pas que je tombe, tu vois. Et j'arrive devant le truc et on me donne le award et tout. Et là vient le moment du discours. À ce moment-là, je dis, je suis pas très discours. Les gens me regardent. T'avais absolument rien préparé. Rien. Parce que dans ma tête, tu t'y attendais absolument pas. Je pensais pas que j'allais gagner. Je pensais que au moins j'ai été nominée parce que tous les gens qui étaient dans la salle, ils avaient 20 ans, 30 ans d'expérience. Moi, je venais juste de débuter. Je savais pas. Et je dis bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je savais pas que j'allais gagner. Je remercie tout le monde, ma famille, tout le monde. Je remercie tout le monde. Heureusement que tu avais déjà vu des cérémonies de pour savoir que mais en même temps c'est venu instinctivement. D'accord. Parce que c'est vrai que c'est grâce à tout le monde que je suis là, quoi. Et j'étais là, merci tout le monde, je remercie tout le monde. Et à la fin je dis, je suis pas très discours, mais je vous remercie tous. Et les gens sont là. Genre, c'est qui cette petite? Bah oui. Tu vois, ils me regardent et tu entends juste dans la salle un seul qui applaudit. Je suis là. Et je descends du podium
Et tu vois les journalistes qui viennent. Amina Mohamed Ali, est-ce que vous êtes la fille de monsieur Mohamed Ali, le boxeur? Moi, je... Hein? D'accord. Je n'ai pas compris. Hein? Et les gens... C'est des journalistes de l'Afrique? Oui, c'était une blague. Et moi, je n'avais pas compris que c'était une blague. C'était une blague, ok. Avec l'adrénaline et tout, je n'ai pas compris que c'était une blague. Okay. Je m'assois, j'ai mon trophée et c'était vraiment un moment magique. D'accord. Ah, mais j'en suis sûre. Ah, oui, il est où ce prix? Il est chez moi. Ouais. Tu le regardes souvent? Oui. Ouais. Enfin, quand tu le regardes, tu ressens quoi quand tu regardes ce prix? De la fierté, pour être honnête. De la fierté parce que je me dis, waouh, c'est vraiment... Je m'y attendais pas. C'était quelque chose que je m'y attendais vraiment pas. Et aujourd'hui, j'ai reçu ça. Je me suis dit, ça veut dire que... C'est comme si tu avais eu le diplôme, tu as vu? Ouais. Quand tu finis les études, tu as ton diplôme. Là, j'ai fait mon examen d'actrice, je l'ai eu. Et je l'ai eu haut la main, quoi. Et ça me refait, je me dis, ok, tu as fait un bon travail, c'est bien. Ah oui, c'est une fierté, tu as raison d'être fière. Et tes parents, ils ont dit quoi quand Bon, déjà, pendant tout le temps où tu as tourné le film, parce que j'imagine que les parents, quand même, ils sont un petit peu réticents quand ils entendent leurs enfants actrices, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit, les tiens? Moi, non, pas trop. Parce que mes parents, ils savaient que j'avais ce côté artistique. Ma mère, elle était un peu, on va dire, sévère. Oui. Mais mon père, il a toujours eu ce côté artistique, mon père. Et donc, il était là. Je le savais, vas-y, fais ce que tu veux, mais avec des limites. Mon père, c'est fais ce que tu veux, mais avec des limites. Et ma mère, c'était, hein? T'as dit quoi? T'es fou, toi? Mais c'était ça, tu vois. Mais mes parents, au début, ils étaient un peu réticents. Dans le sens où, quand ils ont su que dans le film, je devais sortir avec un vieux, mais Lula leur a expliqué, alors s'est dit, mais non, vous inquiétez pas, et tout, je serai là. Mes parents, ils ont eu confiance, ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Et après ça, mes parents, ils m'ont toujours soutenue dans tout ce que je fais. Toujours. Et même ma mère, Allah elle me soutenait dans tout ce que je faisais. C'était ma meilleure amie, quoi. Bah oui, c'était ta meilleure amie. Ouais. Je pense que elle a été témoin de cette reconnaissance, de ce prix. Et je suis sûre qu'en plus, le film, je crois qu'il a été aussi décoré, décerné, au Festival de Toronto, non? Oui. Au Canada, au Nigeria. Le film a été traduit dans plusieurs langues, hein, en français, en anglais, en portugais. Le film a été vu partout dans le monde. Et une fois, j'étais dans un network meeting. D'accord. Et il y a une jeune fille... C'était au Kenya. J'étais au Kenya. Et on était en train de prendre en photo avec l'une des participantes, l'une des panélistes. Et j'étais en train de prendre une photo avec elle. Et la dame me regarde, elle me dit, mais ta tête me dit quelque chose. Je lui dis, sûrement sur les réseaux, peut-être sur TikTok. À ce moment-là, je commençais à être sur TikTok. Elle me dit, non, moi, j'ai pas TikTok. Sur Instagram, elle me dit, non, moi, j'ai pas de réseaux sociaux. Elle me dit, attends. Elle a reculé mon grain de beauté. Elle me dit, attends, t'étais pas dans un film? J'ai dit, oui, le film d'Alignero. Mais je l'ai vu, le Dalignero. Et c'est une dame qui vit au Danemark. Waouh. C'est une dame qui vit au Danemark. Elle me dit, mais j'ai vu le film au Danemark. Genre, le film, il a fait le tour du monde. Et il y a des gens et j'ai rencontré plein de gens de l'extérieur qui me disent, mais j'ai vu le film. Et le film, j'ai vu Djibouti. J'ai connu Djibouti grâce à ce film. Et il y a des gens qui disaient, mais j'ai revu ma jeunesse à travers ce film. J'étais là, waouh, ça fait plaisir. Et là, aujourd'hui, si tu as des jeunes qui ont envie de voir ce film, ou des Djiboutiens, des Djiboutiennes, où est-ce qu'ils peuvent trouver, où est-ce qu'il est accessible, ce film? Je sais pas, pour être honnête. Je sais qu'il était disponible au Centre culturel. D'accord. Je sais qu'il était disponible au Centre culturel. Par contre, je ne sais pas s'il le rediffuse. D'accord. C'est ça. Faudrait demander, que... Je vais leur demander de rediffuser. Oui, ça serait bien. Ouais. Et si jamais tu as l'information, tu pourras le balancer sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais ils ont fait une diffusion récemment au Centre culturel. Oui. Il y avait beaucoup de monde. Hein. D'accord. Est-ce que c'était le jour où Lula recevait un chevalier des arts, c'est ça? Des arts et des lettres. Et des lettres, exactement, oui. de l'ambassadeur de France à Djibouti, de Rachida Dati. D'accord. Et franchement, j'étais tellement fière, j'étais tellement contente. Ah oui, pour elle, bien sûr. C'est pas un truc qu'on donne à tout le monde. Absolument. Absolument. Elle a accompli plein de choses. Et j'étais là, on était là, toutes les actrices, on était là avec elle. Et moi, j'étais là. Tout le long, j'étais là, je suis trop contente de et tout. J'ai vu une photo de vous toutes ensemble, d'ailleurs. Oui. Ouais. Là, maintenant, elle est en train de travailler sur un autre projet aussi. Et je suis avec elle et ça me fait plaisir toujours de travailler avec elle. Ouais. C'est une bonne réalisatrice. Ah oui, Elle fait honneur. Ah, oui. J'adore travailler avec elle, pour être honnête. Ouais.
c'est toujours intéressant. J'apprends à chaque fois, pour être honnête. Bah, avec Loula, elle. en tout cas, si tu nous entends, tu es la bienvenue sur ce fauteuil. Oui, il faudrait que tu la ramènes pour avec discuter plaisir. avec elle. Oui. Vraiment, ça m'honorerait même. Donc, ok. Et donc, alors, tu as fait ce film, tu as été couronnée. Enfin, on t'a décerné un superbe award. Tu te dis pas, je veux continuer dans cette voie? Tu te dis pas, je veux continuer à être actrice? Oui et non. Mhm. Oui, parce que je vois tout l'engouement qu'il y a et je me dis, ouais, c'est bien. C'est un travail, franchement, qui me va. Et non, parce que je sais qu'il y a tout le travail après. Tout le travail qu'il y a pour faire un film. Si je me dis aujourd'hui, ouais, je vais faire des petites vidéos sur ma page, j'ai besoin de savoir faire du montage. Ce que j'ai appris maintenant. Oui. Là, maintenant, aujourd'hui, j'ai appris ça. Mais au début, j'étais, on va dire, bleue. Je savais rien. Et je voulais, mais j'avais pas les formations, j'avais pas les acquis pour savoir faire ça. Et avec le temps, je dis, mais bon, si c'est fait pour moi, ça viendra. D'accord. Et ça a continué, quoi. Après, quand je suis revenue à Djibouti en 2019 pour la diffusion au Mall, d'accord. je suis revenue en 2021 et j'ai voulu continuer dans cette voie-là. Et j'ai travaillé pendant quelques mois avec Bouti TV. D'accord. Et on avait fait une mini-série qui s'appelait Moi et ma mère, moi et maman. D'accord. Les filles qui se disputent avec leur maman. Ouais. On avait fait ça. Qui se disputaient avec leur maman. Okay. Oui, on avait fait ça avec Bouti TV, D'accord. on parlait de ça et tout, le scénario et tout. Et on était toute une équipe dessus. Et on parlait de ça. T'as vu les filles, les mamans qui sont tellement fusionnelles qu'elles se disputent. T'as vu les mamans qui sont strictes aussi. Donc on parlait de ça, on discutait de ça. Et on avait fait deux, trois épisodes, si je me trompe. On avait fait aussi une Booty House. Où on discutait, enfin pas discuter, mais où on avait ramené des jeunes et on voulait faire des vidéos TikTok, plein de vidéos TikTok. Donc moi j'étais dedans. D'accord. Et j'ai appris j'ai appris certains trucs, le montage, comment faire le montage, j'avais appris parce que je regarde à gauche, à droite, j'apprends parce que on n'a pas la science infuse, on apprend. Bien sûr. On savait pas marcher, on a appris à marcher. Absolument. On savait pas parler, on a appris à parler. Je savais pas monter, j'ai appris à monter. Donc toutes ces choses là et c'est un travail en fait, ça fait quoi, ça fait 2021 2025, ça va faire 4 ans. Oui, 4 ans. Que j'apprends. Mais mon côté artiste était là depuis bien longtemps. Bah sûrement. Oui. Il avait juste besoin d'apprendre. Hein, et puis d'éclore ou de s'épanouir. Donc, ok. Et comme je suis une perfectionniste, pour moi, si ça va pas, je recommence. D'accord. Je recommence. Donc, c'est voilà. Ok. Et aujourd'hui, tu fais quoi concrètement, en fait? Parce que je sais que, évidemment, tu as tourné le film, tu es revenu, c'est là que tu es devenue prof d'anglais à l'école, dans une école primaire. Et ensuite, au bout de 4 ans, tu t'es dit, bon, j'ai envie... Entre-temps, même pendant ces 4 ans-là, tu étais déjà derrière la caméra et tu faisais des petites vidéos et des collaborations, je pense. Et un beau jour, tu as dit non, ça y est, je veux quitter l'école, je veux plus enseigner. Oui. Par contre, voilà, j'ai envie de faire autre chose. Oui. Et c'est quoi cette autre chose? Je voulais travailler pour moi-même. D'accord. Je voulais être à mon compte, je voulais avoir mes heures, mais je ne savais pas que quand tu travailles pour toi-même... c'est encore plus dur. C'est encore plus dur. Ouais. Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de repos. Ouais. Ton salaire, il est aléatoire. Absolument. Il y a tout ce qu'il y a à payer quand tu travailles avec les gens. Mais j'étais là. Je ne savais pas. Donc, je me suis mise à mon compte depuis avril. D'accord. Avril 2025. Ok. Quand je dis je me suis mise à mon compte, j'ai décidé, j'ai mis mon planning, j'ai décidé je vais faire ça. Et là maintenant je suis sur la voie de concrétiser mes projets, Inch'Allah. Inch'Allah. D'être une entité importante, on va dire. D'accord. Je suis avec... on va dire, je travaille avec une équipe aussi qui s'appelle 11.42. On travaille tous ensemble et on fait beaucoup de publicité. D'accord.
Là, maintenant, on travaille dans le domaine de la publicité. Et moi aussi, je fais de la création de contenu de mon côté. D'accord. Et voilà, quoi, je fais ça, en fait. Là, maintenant, je me suis mise à fond sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui fait peur à 30 ans. À 30 ans, quand tu décides de... Plus de 30 ans, j'ai pas 30 ans, j'ai 32 ans. D'accord. Mais quand tu décides de quitter un travail stable, où tu as un salaire, où tu as des vacances de 3 mois, parce que c'est stable, quoi. Et tu as une retraite, tu as tout... Et tu décides de quitter tout ça pour une aventure où tu ne sais même pas si tu auras une retraite, tu ne sais même pas si tu auras quelque chose. C'est risqué. Mais en même temps, tu aimes ce que tu fais aujourd'hui. Exactement. C'est le risque, c'est ça qui fait la chose, qui fait que la chose, elle soit bien. Ouais. C'est ça que j'aime. J'aime pas rester longtemps sur un même chemin. J'aime bien découvrir, bouger, faire autre chose. Donc, et tes parents, quand tu as décidé de quitter l'école, 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 oui, quand tu enseignais, qu'est-ce ils ont essayé de te retenir, toute ma famille. Toute ma famille, ils étaient là, mais en fait, eux, c'était pas me retenir dans le sens fais pas ça, c'était dans le sens pèse le pour et le contre. Nous, on est avec toi, quoi que tu fasses. Ma famille, c'était là, nous, on est avec toi, quoi que tu fasses. Mais essaie de peser le pour et le contre. Là, maintenant, tu as un travail stable. Tu travailles. Tu as une retraite à la fin de l'année. Tu payes la cotisation. Tu fais ceci, tu fais ça. Et là, tu vas te mettre à ton compte. Tu dois tout reconstruire. Alors que là, tu as déjà les acquis. Tu veux tout reconstruire? Moi, je sais là, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Et si je tombe, c'est pas grave. Je reconstruis. Je recommence. C'est pas grave. C'est pas un problème. La vie, elle est faite pour apprendre, pour évoluer, pour bouger, pour faire quelque chose. C'est pas pour rester monotone sur un seul truc. Après, il y a des gens qui aiment ça. Bien sûr. Et ça, je suis pas... Mais moi, personnellement, j'ai besoin de changer. J'ai besoin d'évoluer, quoi. La routine, c'est pas ton truc. Non. J'ai besoin de faire à chaque fois un nouveau truc. C'est pour ça que sur les réseaux, les gens, ils vont me voir, je fais... Là-bas, je suis là-bas. Ah oui. Tantôt, je te vois faire quelque chose pour la banque, puis je te vois faire quelque chose pour l'université, en parlant de tous les programmes à venir, de master, etc. Exactement. Donc, complètement de domaines différents. De mondes différents. Après, je pars dans les skincare. Je pars dans les... t'es vraiment partout. T'es vraiment partout, d'accord. J'essaie d'être polyvalente. C'est moi, quoi. C'est Amina. Et comment tu choisis tes projets ou tes collaborations? Comment tu les choisis? Si ça me parle, par exemple, j'ai eu une collaboration avec une boutique qui vendait des shampoings. Et jusqu'à maintenant, je suis cliente, pour être honnête. Et quand ils m'ont contacté, ils m'ont dit, on veut que tu fasses telle pub. Et moi, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Juste laissez-moi 1 mois pour tester les produits. Et ils m'ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Et j'ai testé les produits. Pendant 1 mois, j'ai vu un changement sur mes cheveux et tout. Et j'ai dit, bah oui, je suis prête à faire la pub. Et peu importe le produit, par exemple, si c'est des produits capillaires ou faciales, que je teste, par exemple, si c'est bien et que tu vois un petit changement réel, que ça marche, je dis oui. Parce que je ne veux pas faire de publicité mensongère. C'est très responsable. Ah non. Je ne veux pas proposer aux gens qui sont sur les réseaux, qui me suivent, de dire, ah ouais, j'ai ça pour vous, et après, ça, c'est pas bien. Non, je peux pas. Et ce qui est bien aussi à Djibouti, elle n'est pas malhonnête. Les gens, ils sont pas malhonnêtes, pour être honnête. Ils vont ramener des choses qui sont bien, ils vont ramener des trucs bien, quoi. Et surtout, la nourriture. Parce que j'ai fait des publicités aussi pour la nourriture. Pour des restaurants. Oui, j'avais fait des mukbangs une fois. Et les gens, une fois... Moi, quand je fais un truc, je le teste avant de vraiment le faire. D'accord. Donc, j'avais testé le restaurant. Après, je dis, je vais faire le mukbang. J'ai prévenu la personne. Je dis, je vais faire un mukbang si ça te dérange pas et tout. J'ai pris plein de trucs. Et j'ai fait la vidéo. Et après, je retourne. Moi, parce que je suis devenue une cliente fidèle de l'endroit. Je retourne, j'achète un truc et je vois des gens qui se gardent devant le restaurant qui disent, ah, mais non, on est venu à cause de toi, Nina. Si c'est pas bon, tu vas voir. Moi, j'étais, Wallah, c'est bon. Tu vois pas que je suis là. Même moi, je suis revenue, tu vas voir. Pour te dire que les gens, à Djibouti, entre nous, tu vois, entre Djiboutiens, t'as remarqué, on se clash direct. D'accord. Si c'est pas Wallah, ce que tu as dit, c'était pas bon, arrête de nous mentir. Et c'est ça sur les réseaux, tu vois. Et ceux qui me follow, j'ai pas beaucoup de followers aujourd'hui. D'accord. J'ai pas des millions ou des centaines de milliers, non. J'en ai pas beaucoup. Mais ceux qui sont avec moi et qui me follow aujourd'hui, je peux dire qu'ils ont le même level de folie que moi. D'accord.
On se comprend. Et puis c'est un socle fidèle, j'imagine, Oui, parce que c'est ça mes qui amis. est le plus important. C'est pas le nombre, mais c'est la qualité. Exactement. Donc, s'ils interagissent, qu'ils sont engagés dans tes posts, etc., c'est ça le plus important. En fait, c'est tous mes amis, quoi. En plus. Oui, la plupart, hein, je les connais. D'accord. On va dire là maintenant, j'ai quoi, 36 000 ? D'accord. Sur 36 000, j'en connais 6 000. Pas mal. D'accord. Tu vois, et voilà, quoi. Et c'est vraiment, je les considère, mes followers, comme des amis. D'accord. Comme Ok. des frères et des sœurs, quoi. D'accord. Et voilà. Qu'est-ce qui te fait peur aujourd'hui, Nina? Une seule chose me faisait peur, c'était perdre un membre de ma famille. Et j'ai perdu ma mère récemment, quoi. Ça fait 5 mois qu'elle nous a quittés, Allah yarhamha. Allah yarhamha. Et j'ai que mon père Très maintenant. récent. Oui, c'est très très récent. Et c'était ça, en fait, ma plus grosse peur, perdre mon père ou ma mère. Et je peux dire à toutes les personnes qui ont perdu un membre de sa famille, peu importe une personne qui nous est chère, c'est pas facile. C'est franchement pas facile. C'est douloureux, quoi. En plus, c'est pas le moment du deuil qui est douloureux. Le moment du deuil, tu es pas là, physiquement. C'est l'après-deuil. Par exemple, moi, personnellement, c'est quand, à chaque fois que j'avais un truc, j'appelais ma mère. Je disais, maman, j'ai ça, maman, j'ai ci. Et après le deuil, j'étais là, j'appelle qui? J'appelais mon père, bien sûr, mon père, Bien je sûr. l'appelle. Je suis proche de mon père. Mais maman, avec une fille, le lien mère-fille, il est très fort. Et c'était ça, en fait. C'était le manque. C'est le vide quand cette personne est partie. C'est ce vide-là qui est lourd. Et c'est pas facile. J'ai rencontré, quand par exemple je discutais avec une amie à moi, elle m'a dit, moi, mon papa, ça fait 10 ans qu'il est parti. Et je me suis jamais remise. Et je lui dis, je comprends, voilà, je comprends. Elle me dit, toi, c'est encore tout frais, hein. C'est tout frais. Et je dis, ouais, c'est vrai. Oui, 5 mois, c'est effectivement très, très récent. Et comment on reprend notre vie après des épreuves comme ça? Voilà, je sais pas, les gens, ils sont forts, hein, pour reprendre leur vie et continuer. Et dire, effacer les larmes et dire, continuer, quoi. Même avec le manque, ils sont forts, les gens, franchement. La vie, elle continue, hein. Il y a plein de morts tous les jours. Absolument. Tous les jours. Et nous, on se dit alhamdulillah. Tu vois, on se dit alhamdulillah, ça va. Et on est obligé de continuer. Comme il y a plein de gens qui naissent. On a la foi. Ouais, comme il y a plein de gens qui naissent. Et alhamdulillah aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu mets tout en tawakkal dans Allah subhanahu wa ta'ala, khalas, tout va bien. C'est ça, en fait. C'est juste avoir sa foi et être bien. Et alhamdulillah, ça va aller. On est obligé. Bah oui. Et garder le sourire. On doit avancer, ouais. Il faut toujours positiver. Toujours positiver. Dans la vie. Moi, je suis comme ça. J'essaie de toujours garder le positif. Toujours essayer de voir le bon dans le mal. Toujours. Mais c'est une force, hein. Oui. C'est une force, Nina. C'est difficile parfois. C'est difficile de voir ça. Surtout envers les personnes. De dire, cette personne... moi, je parle de manière générale de dire, cette personne, elle a un mauvais fond. Mais je comprends son mauvais fond d'où est-ce qu'il vient. C'est pas facile d'arriver à ce stade-là, de dire, c'est pas grave. Parce qu'au début, ton ego, il est là. Attends, tu vas voir, je vais te frapper. Tu vois, mais je parle de manière générale. Oui, bien sûr. Mais c'est difficile d'être toujours dans le positif et de dire, c'est pas grave. Ça va bien se passer. Puis ça t'aide, j'imagine, à avoir une vie plus, moins compliquée quand on ne se prend pas la tête sur... J'ai arrêté de me prendre la tête. Pour rien du tout. Par exemple, au début, quand les gens me critiquaient sur les réseaux, je prenais mal. Je disais, pourquoi tu me critiques? Qu'est-ce que je t'ai fait? T'es méchant. Et à la fin, j'ai répondu avec le sarcasme. Et une personne me dit, tu es grosse. Et moi, j'ai dit, t'as une grosse tête. Tu es bête, tu es plus bête que moi. Donc, tu vois, je répondais avec ça. C'est le lâcher-prise qui m'a fait garder ce côté sarcastique où je rigole. Tu te moques de moi. Moi aussi, je me moque de toi. Parce qu'elle a dit. Donc, en fait, les commentaires ou les haineux, ça ne te touche pas, ça ne t'atteint pas. Moi, une personne m'a écrit, tu vas brûler en enfer. Celui-là, je l'ai bloqué par contre. Oui, donc tu as eu raison quand même. Celui-là, je l'ai bloqué. Je lui ai dit, c'est bon, toi-même, vas-y. On va te retrouver là. Donc, je l'ai bloqué. Okay. Mais la plupart des gens qui disent des mots méchants, je rigole. D'accord. Je rigole, c'est sarcastique. Voilà. Ok. Et tu es suivie par beaucoup de jeunes, j'imagine. Hein
Et tu connais aussi beaucoup de jeunes qui sont aussi des créateurs de contenu. Donc, est-ce que tu travailles des fois avec eux? Est-ce que vous avez... Oui. Quel genre de... C'est des publicités ou c'est plutôt des mini-films que vous faites ensemble? Non, c'est des vidéos comme ça, TikTok qu'on fait ensemble. D'accord. Parfois des collaborations, parfois on s'enjaille entre nous, parce que je les adore tous en fait. Mes collaborateurs, je pourrais dire, des réseaux sociaux. Il y a, Nasro, Sophie, elles sont connues sur les réseaux. Il y a Nawal, il y en a plein. Il y a Moussa, ils sont tous là et c'est vraiment mes pépites, quoi. Et j'adore travailler avec eux. Par exemple, Moussa Bullet, j'ai fait plein de vidéos avec lui où une fois, il me trompait parce que c'était sa femme. Une fois, il me fait passer pour la belle-mère méchante. Une fois, je dois lui courir après. Je lui dis, mon frère, pourquoi tu me fais ça? Tu me fais courir à chaque fois. Donc, il avait remarqué tes talents d'actrice. Oui, et j'ai fait plein de vidéos avec lui. D'accord. Et une fois, les gens ils pensaient que c'était mon mari sur les réseaux. Et une fois, je suis partie, fun fact, c'est un truc drôle, je suis partie à un ophtalmologue et il y a mon mari avec moi. Mon vrai mari, quoi. Oui. Il est avec moi. Et l'autre fille, elle me dit, ça va, tu vas bien? Je lui dis, oui, ça va. Alors, il va comment ton mari, Moussa? Et l'autre qui me dit, mais c'est pas son mari, Moussa, c'est lui son mari. Moussa, c'est son mari à la télé. J'étais par terre. Il n'est pas trop jaloux, ça va. Non, ils se connaissent, ils sont amis. Ah, ok, d'accord. Donc j'ai rigolé, j'étais là, mon mari il a rigolé. Je dis, t'as vu, j'ai 2 maris. j'ai émotionné. Et les gens, à chaque fois, ils rigolent, ils disent, ah ouais, ok, d'accord. Et ton mari, il est ok que tu t'exposes sur les réseaux sociaux Ouais, mon mari m'a toujours soutenue, il a toujours été là à côté de moi. Et après, c'est pas maintenant qu'on s'est rencontrés, lui et moi, ça fait depuis des années qu'on se connaît, on était amis depuis des années. Et après, on est devenus petits copains, petites copines. Et après, on s'est mariés. D'accord. Et il a toujours été là à côté de moi, quoi. Dans les hauts, les bas, les gauches, les droites. Il a toujours été là, tu vois. Et il me soutient dans tout ce que je fais. D'accord. C'est un amour. On le salue. Je l'embrasse. Très bien. Bah écoute... on arrive à la fin de l'épisode. Déjà? Oui, non, c'est ça, Hibotalk. Des fois, on ne se rend pas compte, mais le temps passe vite. Alors, tu sais que j'ai 2 questions signature chez Hibotalk. Donc, la première, c'est quel est ton message pour la jeunesse, toi-même étant jeune, mais tu as vécu beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce que tu aimerais leur dire, surtout que tu es suivi, que tu es entendu par cette jeunesse? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? J'ai envie de leur dire, soyez humbles, soyez gentils, soyez bons, parce que ça vous reviendra. C'est ce qu'on sème, on le récolte à la fin. Si tu sèmes de la bonté, de la gentillesse et ce genre de choses, tu récolteras de la bonté et de la gentillesse. Si tu sèmes de la méchanceté, de la malhonnêteté, tu récolteras de la méchanceté et de la malhonnêteté. Donc soyez bons, soyez gentils. Et il faut s'en foutre aussi de ce que les gens pensent de toi. D'accord. Si tu veux être un artiste peintre, peins. Si tu veux être un chanteur, chante. Si tu veux être un danseur, danse. Et tu t'en fous de ce que les gens y pensent. Parce que les gens, quoi qu'il arrive, ils penseront quelque chose. Au début, ils vont rigoler sur toi. Ils vont te critiquer. Et après, quand tu vas atteindre un seuil, ils vont dire « Waouh, mais il a réussi, quoi. » Donc, à la fin de la journée, surtout pour les jeunes garçons, parce que les jeunes garçons, ils ont un peu honte, on va dire. J'ai vu beaucoup de jeunes garçons qui avaient honte. Moi, je leur dis... Qui avaient honte de quoi? De se montrer sur les réseaux. Ah, d'accord. À cause des critiques. Parce que c'est facile maintenant. Bien sûr. User, je sais pas comment, et il va t'insulter comme ça sur les réseaux. Les anonymes. Oui, les anonymes, là, avec 1 follower. Ouais. Ils viennent t'insulter, ou parfois 0 follower, ils viennent t'insulter. Tu dis, mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu vois? Donc, ces gens-là, ils reflètent... En fait, ils veulent juste projeter leur venin et leur mauvais côté sur toi. Toi, tu n'es pas comme ça. Toi, tu es bien. Toi, tu brilles. Et quand tu brilles, les gens, ils n'aiment pas ça. Enfin, les méchants, quoi. Ouais, pas les sûr. gentils. Enfin, tout le monde n'est pas méchant. Il y a vraiment des belles personnes. Donc, brille. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, brille. Et entoure-toi, pour les femmes aussi, je voudrais dire un truc pour les femmes. Entoure-toi d'autres femmes qui ont du knowledge, qui ont ce savoir. Parce que ce bond de sisterhood, ce lien entre femmes, est très important. Moi, le soutien.
Oui, de femmes. Se soutenir. On peut se crêper le chignon, on peut se disputer, mais que le lien reste. Moi, j'ai 3 meilleures amies, on a grandi ensemble, on se connaît depuis toute petite, et je peux dire que nos liens, on se crêpe le chignon, hein, comme des vraies sœurs. On se dispute, on se crie dessus, mais le lien, il est là. Aujourd'hui, si j'ai un truc qui va pas, elles vont me donner des conseils. Elles vont être là pour me soutenir, elles vont être là pour me relever. Si mon autre meilleure amie, elle tombe, je serai là pour elle, pour la relever. Donc, il faut qu'on ait ce lien de sœurs et qu'on se soutienne les unes les autres. Par exemple, si une jeune fille à Djibouti, elle crée un projet, on doit toutes être là en tant que femme djiboutienne. Pour la soutenir. La soutenir dans le sens où on achète son produit. Et on dit, OK, elle vend ça, on y va. Dans ce sens-là. En tant que femme, moi je parle en tant que femme. Donc voilà. Et les hommes aussi, soyez gentils. Soyez gentils. Les femmes, c'est bon. Les jeunes filles, elles peuvent être méchantes, c'est pas grave. Mais... Non, mais... Il faut qu'on soit bons et gentils tous ensemble, quoi. Et si tu devais choisir une chanson qui te représente ou bien qui définit un peu ton parcours, tu choisirais quelle chanson et pourquoi? J'ai une chanson que j'aime bien. Je n'adhère pas avec l'artiste, mais j'adhère juste avec la chanson. Tu n'adhères pas, par exemple, l'artiste est quoi? C'est un personnage controversé? Oui. Elle a des paroles... Non, elle a pas des paroles. D'accord. Non. C'est juste que le personnage, comment il est habillé... ok. J'adhère pas. D'accord. Mais j'adhère juste une chanson. D'accord. Je suis pas obligée de kiffer le personnage. Oui, tu aimes juste une chanson. Juste la musique. D'accord. J'ai kiffé les paroles. Ok. Et c'est Iniko, Satellite. Alors, Iniko, c'est la chanteuse? Iniko, c'est la chanteuse. D'accord. Et Satellite, c'est la musique. Ok. Et j'aime bien la partie où elle dit j'ai pas besoin de lumière, même dans le noir, je vais briller. Donc, ça, en fait, c'est pour tout le monde, quoi. Tout le monde. On n'a pas besoin de lumière pour briller. On brille par notre présence, on brille par notre gentillesse, on brille par notre bonté. Donc, c'est pour ça que j'aime cette partie. Et surtout, elle dit « Every time I fall, I get back up again ». À chaque fois que je tombe, je me relève. Donc, c'est ça. C'est juste un truc simple qu'on a tendance à oublier, mais c'est très fort. Et c'est toi? C'est moi. Moi, je tombe, Comme au Sotigui. Je suis tombée, je suis sur le... Let's go. Avec toutes les photos, moi qui est là par terre. Je dis let's go. Donc voilà, quand tu tombes, reste pas par terre. Lève-toi et avance. C'est ça, en fait. En tout cas, c'est très joli. Merci beaucoup Nina. Merci d'avoir accepté encore une fois cette invitation. Merci. Et puis, tu as donné beaucoup de vibes positives dans ce studio. Tu as apporté tes bonnes vibes. Donc, merci beaucoup. Et puis, quand tu veux, tu reviens. Marhaba. C'est chez toi maintenant, Hibo Talk. Faut pas me dire, je vais venir tous les jours. C'est chez toi. Merci de m'avoir invitée. Je t'en prie. Je suis une grande fan de Hibo Talk. C'est vrai. Mes copines regardent Hibo Talk. La première fois que ta première édition elle est sortie, on était là. Podcast djiboutien, yes, des femmes, yes. On était contente. Et franchement, je suis honorée, je suis fière d'être avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci de m'avoir invitée. Je t'embrasse, je te fais des gros bisous. Et voilà que l'épisode prend fin. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec Amina et moi-même. Alors, je vous encourage à vous abonner sur ma chaîne YouTube. 70% des personnes qui regardent mes épisodes ne s'abonnent pas, malheureusement. Donc, cliquez sur le petit bouton, abonnez-vous, parce que en fait, cette aventure, j'ai envie de continuer. J'ai envie de continuer à raconter des histoires vraies, authentiques, à cœur ouvert. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes audio et sur les réseaux sociaux, et notamment sur YouTube. Je vous souhaite également une très bonne année 2026, une très bonne santé pour vous, vos proches. J'espère que vos projets, vos rêves se réaliseront et qu'on prendra soin des uns et des autres. Donc en attendant le prochain épisode, justement, prenez bien soin de vous. Merci.